Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce cinquième webinaire des semaines interprofessionnelles. Aujourd'hui, webinaire qui est dédié aux troubles de l'alimentation et de l'oralité. Aujourd'hui, donc quatre intervenantes comme je l'ai dit. Donc on aura Marie-Hélène Bois-Brunel qui est orthophoniste. Ensuite, on aura aussi une intervention de Sylvie Lapierre Coquerel qui est kinésithérapeute spécialisée en rééducation maxillofaciale. Ensuite, nous aurons deux sages-femmes, donc Marie-Hélène Nicvert et Prisca Wetzel David. Voilà. Et d'ailleurs, je laisse tout de suite la parole à Prisca. Merci beaucoup. Donc, nous avions envie, toutes les quatre, de parler de l'aspect des difficultés qui peuvent être rencontrées autour de l'alimentation chez le jeune enfant, donc nourrisson jusqu'à l'enfance, avec les apports pluriprofessionnels, puisqu'il y aura des professionnels qui vont plutôt intervenir dans le dépistage et les autres qui seront ensuite présents pour la prise en soin. Donc, en premier lieu, nous voulions refaire un rappel de ce qu'est l'oralité, qui finalement désigne un ensemble d'activités de la sphère orale, donc vraiment au niveau de la bouche. C'est à la fois l'oralité verbale qui va se construire pour l'enfant, mais également l'oralité alimentaire. Dès la conception et pendant les premiers mois de vie se développe l'oralité primaire, donc on est vraiment dans l'ordre du réflexe, relayé par l'oralité secondaire qui devient une oralité corticale. C'est ce qu'on a voulu vous présenter sur ce schéma qui reprend un petit peu. Donc on voit bien que dès le temps in utero, l'enfant va explorer déjà avec sa langue, par des mouvements de la langue, par le toucher de la main qui s'approche de la bouche. Dès la naissance, nous avons ce réflexe, vraiment c'est cette idée du réflexe de succion qui est totalement indispensable pour vivre, puisque c'est ce qui va permettre l'alimentation et qui, en général, est arrivé à maturité au moment de la naissance. Dans les premières semaines, les premiers mois de vie, l'enfant va associer également des vocalisations réflexes, les bâillements, les gémissements, les soupirs, des petits babillements tout doucement qui s'installent. C'est dans un second temps, au bout de quelques mois, que nous passons à l'oralité secondaire, qui est une oralité construite, qui est donc plutôt sous l'influence du cortex et qui va permettre à terme, entre autres, en termes d'oralité alimentaire, d'arriver à la mastication des aliments. Pardon. Je laisse la parole à Sylvie qui va nous expliquer ça sur un champ plus fonctionnel au niveau de la sphère orale. Quelques repères de développement du champ cervico-facial. Donc, il faut savoir que l'ensemble du massif facial a une compétence neurale. Qu'est-ce qu'une compétence neurale? Il s'agit de structures embryonnaires qui sont porteuses de développement toute la vie, lors de la vie anté- et postnatale, mais j'insiste bien sur toute la vie. Donc, c'est des structures qui évoluent sans cesse. Cette compétence neurale embryologique, elle le doit grâce à son origine. Chaque articulation temporomandibulaire sont de pures structures neurectodermiques et la nature des cellules qui les constituent font qu'elles ont d'emblée, dès le départ, une compétence neurale qu'elles garderont toute la vie. Elles ont également une compétence ontogénique. Donc cette compétence se manifeste tout particulièrement dans la régulation de la croissance. En période antéocclusale, c'est-à-dire avant l'apparition des dents, le palais est recouvert d'un treillis sensoriel constitué par les corpuscules de Pacini qui, sous la pression de la langue, permet au maxillaire supérieur de croître. Et en période post-occlusale, ce sont les variations de tension des muscles ptérygoïdiens latéraux qui sont des muscles masticateurs tendus entre l'œil et l'oreille pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait l'anatomie de l'articulation temporomandibulaire. Et donc, cette tension, cette variation de tension des muscles ptérygoïdiens latéraux majore le nombre de mitoses et donc, par conséquent, majore la croissance de chaque condyle de l'articulation temporomandibulaire. Et dernière notion, cette compétence neurale est aussi fonctionnelle. Donc, les articulations temporomandibulaires ont la caractéristique unique dans le corps. Ce sont absolument les seules articulations qui sont jumelles, qui sont censées avoir la même forme et avoir des mouvements identiques et synchrones.
Et même à l'époque fœtale, elles sont accouplées alors que la zone de fermeture mentonnière n'est encore pas réalisée. Donc, in utero et jusqu'à la mise en place de la denture de lait, la succion met en œuvre des déplacements simples de translation antéro-postérieure. Et contemporain à l'avènement de la denture lactéale, apparaît un début de mouvement hélicoïdal mandibulaire auquel se superposent jusqu'à l'âge de 2 ans les mouvements de translation de la succion qui persistent, donc jusqu'à l'âge de 2 ans. Et à partir du 30e mois, la mastication lactéale est opérationnelle, le geste hélicoïdal mandibulaire est engrammé et il atteint son plein épanouissement lors de la mise en place des 4 molaires de 6 ans. En conclusion, pour cette slide, toute anomalie du développement de ce mouvement hélicoïdal mandibulaire, persistant dans sa forme translative, et ce pour toutes sortes de raisons, phonologiques, mimiques ou par édentation, réalise donc une dysmorphogénèse de la mandibule, c'est-à-dire une promandibulie, une rétromandibulie, une latéromandibulie, sachant qu'il existe des formes mixtes, des latérodéviations qui peuvent être associées ou non à une prognathie ou à une rétrognathie. Quelques notions sur le trouble de la croissance faciale. Qu'est-ce qui peut la contrarier? Donc, la ventilation joue un rôle primordial sur la morphogénèse faciale. On connaît depuis longtemps l'influence délétère de la respiration buccale sur le développement des bases osseuses et l'évolution du système dento-alvéolaire. Alors, un professeur, pour l'anecdote, peu scrupuleux de la cause animale, boucha le nez avec du silicone à la moitié d'un groupe de macaques et le nez totalement obstrué pendant 6 mois, ces singes eurent le visage qui s'allongèrent et les arcades dentaires qui se rétrécirent. Donc, je reviens sur cette notion qui est essentielle d'évolution permanente de tout le massif facial. Donc, il faut avoir en tête qu'il existe des respirateurs buccaux par nécessité, mais aussi des respirateurs buccaux par habitude. J'y reviendrai plus tard. La langue a également une incidence fondamentale sur la morphogénèse. Elle participe en permanence à l'équilibre neuromusculaire de cette région. La croissance de l'os maxillaire est liée à la pression directe de la langue sur la voûte palatine, mais elle agit également de façon indirecte en augmentant l'activité contractile de ces fameux muscles, les ptérygoïdiens latéraux, ce qui active la croissance du cartilage condylien. C'est ce qui explique une langue basse, crée des insuffisances de développement maxillaire avec un palais étroit ou ogival, et ogival souvent. Et donc, également, la fonction masticatoire est essentielle dans la morphogénèse. La mastication agit par la mise sous pression des structures osseuses, ce qui en stimule leur croissance. La fonction masticatoire agit sur la position des dents également, et il existe d'ailleurs des techniques orthodontiques qui n'agissent qu'en modifiant par des cales la fonction masticatoire. Donc, cette diapo, voilà, pour illustrer mon propos théorique. Alors, c'est un exemple, hein, ça n'a pas valeur de généralité. Donc, voici un frère et une sœur. Le frère, donc à droite, qui a refusé toute alimentation molle et qui a introduit une alimentation, pour lequel on a introduit une alimentation solide dès l'âge de 1 an. Donc, nous voyons bien qu'il ne présente pas du tout une croissance faciale identique, qui ne va pas du tout dans la même direction. Donc, pour elle, la croissance faciale s'est faite dans le sens de la longueur. L'angle cervico-pelvimandibulaire est obtus. On ne le voit pas, mais enfin, on voit sous la diapo suivante, le dôme lingual n'est pas constitué, la langue est basse, et elle s'interpose entre les dents, et ce qui explique que ceci est à l'origine de déplacements dentaires secondaires. Et la déglutition, là, se fait grâce à une succion et une crispation labiale et mentonnière, et il y a de fortes chances qu'elle ventile par la bouche. Quant à son frère, on voit bien qu'il a l'angle cervico-pelvimandibulaire droit, que le dôme lingual du coup est en place parce qu'il n'y a pas un affaissement comme ça de la base mandibulaire, donc sa langue est bien positionnée au palais. Les papilles calciformes sont à la jonction du palais dur et du palais mou,
Les dents sont parfaitement alignées par rapport à sa sœur et il ventile probablement par le nez. Enfin, de toute évidence, il ventile par le nez. Donc, les troubles fonctionnels. La plupart des fonctions de la zone orofaciale sollicitent l'activité linguale, que ce soit pour établir un contact avec le monde extérieur, donc par la fonction de mise en relation, la phonation, la mimique et la sensibilité, mais aussi pour assurer la survie, donc effectivement pour assurer la fonction de nutrition, qui nécessite une respiration, une déglutition et une succion et une mastication. Donc l'ensemble de ces fonctions, voilà, doivent être fonctionnelles pour avoir une alimentation et une fonction nutritive effective. Donc, il existe des troubles de l'alimentation dès que l'on constate qu'il y a des troubles respiratoires. Donc, dès qu'il y a une dégradation de la ventilation nasale, tout ce qui se passe dans le nez affecte la bouche. Des troubles de la déglutition. La déglutition est dite de succion parce que le bol salivaire est aspiré par les joues et par les lèvres. La langue est basse et l'aliment n'est pas mastiqué et donc non préparé à la fonction digestive. Il existe des troubles masticatoires qui peuvent se traduire par une perte de l'engrainement dentaire et ce qui a des conséquences, ce qu'on a vu précédemment, sur le développement osseux. Et pour finir, il existe des troubles fonctionnels donc, qui sont illustrés par cette diapo, où on constate qu'il existe un rapprochement de la mandibule de la colonne cervicale, ce qui contrarie évidemment le passage du bol alimentaire. Et pour laisser la place au passage, il est nécessaire, on le voit sur la diapo de droite, d'adapter la posture céphalique en col de cygne, où la patiente est obligée de relever la tête pour créer cet espace pour que le bol alimentaire passe. Alors, très rapidement, quand on constate un trouble de l'alimentation pédiatrique, vers qui est-ce qu'il faut orienter ces patients? Alors, il y a toutes sortes de professionnels de santé qui sont concernés par ce type de pathologie. En cas de ventilation buccale, qui peut être due à de multiples raisons quand elle est nécessaire, c'est-à-dire que la personne ne peut pas faire autrement. Donc, en cas de déviation de la cloison nasale, de végétation adénoïde, de polypes, de rhinite allergique. Donc là, il faut adresser ces patients vers des ORL ou des allergologues. Il peut s'agir aussi également de défaut de croissance osseuse qui va souvent de pair avec la ventilation buccale. Et l'orientation se fait vers des orthodontistes qui vont pouvoir, par des dispositifs mécaniques, ce qu'on appelle des disjoncteurs palatins ou mandibulaires, stimuler la croissance osseuse, ce qui va améliorer la ventilation nasale. Et quant aux respirateurs buccaux par habitude, donc il faut relancer la ventilation nasale, rétablir une posture linguale de repos au palais, tonifier les joues et les lèvres, rétablir la déglutition et la fonction masticatoire. Et donc, ces patients seront orientés vers un kinésithérapeute ou une orthophoniste qui, en rétablissant ces fonctions, vont agir sur la structure et stimuler la croissance osseuse de manière fonctionnelle. Je passe la parole. Alors, bonjour. Alors, on vous a parlé d'oralité. L'oralité, c'est la façon dont l'enfant découvre le monde, en mettant en bouche, en parlant, en mangeant. Et donc, on va d'abord parler du terme qu'on utilise tous, trouble de l'oralité. C'est jusqu'à récemment ce qu'on utilisait, mais c'était un terme qui avait des critères diagnostiques assez flous, parce que c'est très vaste, on l'a vu. Et donc, il y a un article de Godet et al. Qui ont réfléchi à des critères diagnostiques précis. On va voir la définition. Et il y a consensus aujourd'hui sur une terminologie. On ne dit plus trouble de l'oralité alimentaire, mais trouble de l'alimentation pédiatrique, ce qui circonscrit à l'enfance. Et donc, c'est le terme consensuel maintenant que vous verrez souvent, on va dire TAP, trouble d'alimentation pédiatrique. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une perturbation de l'apport oral en nutriments qui va être inappropriée pour l'âge de l'enfant que vous voyez, d'une durée d'au moins 2 semaines, et associée à plusieurs des éléments, un ou plusieurs des éléments suivants. Alors, un dysfonctionnement médical,
Donc, il peut y en avoir plusieurs, mais une atrésie de l'œsophage, des allergies, un RGO, un reflux gastro-œsophagien, des fentes. Bon, il peut y avoir un dysfonctionnement médical, un dysfonctionnement des compétences, un dysfonctionnement nutritionnel. Donc, par exemple, chez les enfants qui ont eu des sondes à la naissance, des sondes nasogastriques, donc qui ont été dépendants d'une nutrition artificielle, un dysfonctionnement des compétences oro-sensorimotrices. Alors, ça, c'est un petit peu comme le disait Sylvie, la fonction impacte la structure, mais la sensorialité va impacter la fonction motrice. Donc, si par exemple je suis hypotonique parce que j'ai un enfant trisomie 21 et que je vais essayer de mastiquer, mais que ma langue n'est pas assez pointue, qu'elle ne s'élève pas assez, je vais avoir donc un déficit moteur, mais qui vient, ça c'est plutôt le déficit moteur. Si j'ai un enfant qui a des seuils sensoriels très élevés parce qu'on ne peut pas approcher sa bouche, tout est très sensible, eh ben, il ne va pas développer les programmes moteurs pour la succion, la mastication. Et du coup, quand on va lui donner des morceaux, il ne sera pas prêt, il va faire de mauvaises expériences et donc les compétences ne se sont pas bien développées. Et tout ça avec des retentissements psychosociaux. Et là, on entend tout ce que la famille va mettre en place pour faire manger l'enfant. Manger, ça se passe 4-5 fois par jour. C'est notre rôle en tant que parents de faire manger nos enfants pour qu'ils grandissent. Et donc, la famille va mettre en place des stratégies, vont mettre devant un écran. Il y en a qui forcent parce qu'il faut manger, il faut manger. Et puis voilà, ça c'est la définition. Et on exclut de ça toute perturbation qui pourrait expliquer par des carences alimentaires du milieu. Un enfant qui, pour des raisons financières ou autres, ne mange pas à sa faim. Un trouble des conduites alimentaires, donc ça c'est anorexie, boulimie et autres, et ou des normes culturelles qui seraient différentes. Donc, en bref, on peut poser un diagnostic à un enfant de TAP s'il ne s'alimente pas comme un enfant de son âge et que ça va avoir une incidence sur sa croissance et son bon développement. Pas que la croissance, aussi le bon développement du cerveau, il faut des vitamines, il faut toutes sortes de choses. Alors, merci Prisca. Donc, qu'est-ce qu'on entend, nous? Les définitions de la CIM, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on entend, nous, dans nos cabinets? On va entendre, oh là là, mon enfant ne mange pas, on dirait qu'il n'a pas faim, il trie tous ses aliments dans l'assiette, les repas sont super longs, il mange jamais ce qu'on mange, il vomit au biberon, il tourne la tête, il jette ses choses sur le sol. C'est ce qu'on va entendre et quand on entend ça, il faut se dire « Ah, là là, il y a peut-être quelque chose au niveau de l'alimentation » et il faut avoir la puce à l'oreille et se dire « On va faire évaluer cet enfant parce que c'est pas normal, hein, je mets des guillemets, autant d'efforts autour d'un repas. » Donc, on va regarder très précisément quels sont les signes d'alerte pour que vous ayez une bonne idée de qu'est-ce qui peut nous mettre la puce à l'oreille concernant les troubles de l'oralité. Et l'autre Marie-Hélène va vous donner ces signes pour les nourrissons. Bonjour. Voilà, donc le but, c'est vraiment de vous montrer des signes d'alerte. Ça ne veut pas dire que dès qu'il y a un signe d'alerte, on doit poser un diagnostic. Comme l'a dit Marie-Hélène, numéro 1, il faut que le trouble quand même dure un peu dans la durée, au moins 2 semaines. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un signe ou même plusieurs que directement, on doit se dire qu'il y a un trouble alimentaire. Sauf qu'en fait, on se rend compte que souvent, on les laisse un peu de côté et qu'on attend beaucoup de temps et beaucoup de signes et que ça s'inscrit vraiment dans la durée avec des retards de diagnostic et donc de prise en soin. C'est pour ça qu'on voulait vous en parler là, pour que vous les gardiez en tête. Donc, on voit quand même que la plupart de ces bébés ont des difficultés de succion quand ils sont au sein, qui entraînent des douleurs mammaires chez la mère,
Alors, bien sûr, les premières causes de douleurs mamelonnaires, ce n'est pas les troubles de l'alimentation, c'est la mauvaise position, des tensions qu'il peut y avoir dans la tête du bébé, dans les cervicales, qui ne sont pas forcément dues à un trouble de l'alimentation, mais juste en fait à l'accouchement ou à la position in utero. Donc ça, c'est vraiment important de garder en tête qu'il faut déjà avoir vérifié que tout est bon dans l'allaitement, dans la mise en place de l'allaitement, avant de poser le diagnostic. Donc des difficultés de succion, de respiration, de déglutition et de cette phase de coordination dont parlait Sylvie, succion, déglutition, respiration. C'est des enfants qui sont facilement nauséeux, qui peuvent même vomir, qui refusent carrément le sein, le biberon ou la tétine, ou s'en détournent. Ils vont commencer à téter, mais ils vont s'arrêter rapidement, ou à boire le biberon, ou ils vont garder un peu la tétine, mais pas longtemps du tout. Les enfants qui ont des fuites de lait par la commissure des lèvres, alors s'ils sont au biberon, on vérifie qu'on a une tétine adaptée, qu'on a une position pour donner la tétée qui est adaptée. Mais si tout est bon, ça veut dire qu'il y a un défaut quand même d'étanchéité de la bouche. Les enfants qui vont facilement s'étouffer, tousser, qui n'ont pas du tout ou peu d'envie d'explorer leur bouche, l'exploration tactile entre la naissance et 2 ans. Cette exploration dont parlait Prisca au tout début. On a des difficultés à introduire de nouveaux aliments au-delà de 8 mois, parce qu'avant, c'est normal, il faut le temps qu'ils goûtent et tout ça. C'est un peu la photo qu'on a mise là à gauche avec ce bébé qui se raidit complètement. Il nous montre par tout son corps qu'en fait, il ne veut pas accepter ces aliments-là. Un temps de repas long. Alors de repas, ça commence à la tétée, hein, quand ils sont tout petits. Au-delà de 30 minutes, c'est pas quand même tout à fait normal quand c'est répété. La prise de poids insuffisante, il faut faire attention à cet item, parce qu'en fait, on a souvent tendance à penser que ah ben non, le bébé prend du poids, il peut même prendre bien du poids, et donc il n'a pas de trouble alimentaire. Donc oui, c'est un critère, mais s'il n'est pas là, ça ne veut pas forcément dire, si on a tout le reste ou qu'on en a plusieurs autres, qu'il n'y a pas de trouble alimentaire. Voilà, je repasse la parole à Marie-Hélène pour les signes d'alerte chez l'enfant. Alors, les signaux d'alerte chez l'enfant sont assez similaires à ceux du bébé, plus élargis, mais on garde en tête 2 choses. Si on a des difficultés lors du passage à la cuillère, on vérifie, et toutes les difficultés de diversification, il ne passe pas au morceau, il n'aime pas les textures mixtes, et après il y a toutes les réactions de l'enfant à ça. Donc il peut avoir des nauséeux comme les bébés, mais à la vue ou même à l'odeur, et j'en ai qui ont des nauséeux à l'ouïe, à l'audition, pardon, de la nourriture, de la préparation de la nourriture, alors que normalement chez un bébé qui n'a pas de trouble, quand il entend le bruit du biberon qui se prépare, il est tout heureux. Alors ça serait l'inverse dans ce cas-ci. Les vomissements aux textures mixtes et aux morceaux, refus des morceaux, aliments nouveaux, tout ça on a vu, des toux. La nourriture qui est gardée en bouche très longtemps, hein, on a dit que sans être avalée, et une sélectivité alimentaire sur certains critères. Donc ça peut être les textures, mais aussi la température et la couleur, et ce temps de repas anormalement long et beaucoup de tension autour du repas, ça va être un signe. Donc si on passe à la diapo suivante, voilà. Alors, gardez en tête, si un enfant n'a aucun plaisir à s'alimenter, qu'il y a des tensions, qu'il pleure, que le parent a le sentiment de le forcer, que c'est lourd, il faut vraiment le faire, voilà, il faut l'évaluer, il faut poser des questions. Si l'enfant présente des défenses, irritabilité sensorielles, qui sont tactiles et orales, parce que dans le cortex cérébral, la main et la bouche sont très près, les zones. Et donc, quand on a des enfants qui ne peuvent pas mettre les mains dans le sable, qui ne peuvent pas avoir les pieds nus dans l'herbe, ils ont peut-être un problème d'intégration sensorielle. Hein, c'est le traitement de l'information sensorielle, c'est je perçois, j'organise ça dans mon cerveau et j'interprète et j'ai une réponse motrice appropriée ou non. Donc, si je mets la main dans le sable et je crie, on va dire, bah, si ça perdure, hein, si c'est juste la première fois, bah, on va se dire, ah, il y a peut-être un seuil de déclenchement tactile qui est très très haut, et pour l'enfant, c'est un peu l'enfer. Donc, il faut qu'on arrive à baisser tout ça. La même chose pour la bouche. J'ai des enfants, évidemment, que
j'ai en bilan, je ne peux pas approcher leur bouche, hein. Dès que j'ai mis mes mains sur leurs épaules, hop, j'ai senti que c'est pas possible. Les mamans vont me raconter qu'ils peuvent pas mettre de crème sur le visage, que le brossage de dents est infernal, etc. Donc, des enfants qui ont des défenses et irritabilité sensorielle très importantes, ça nous met la puce à l'oreille. Et puis aussi, au bout de 18 mois, si on n'a pas plus de 20 aliments différents qui ne couvrent pas tous les groupes alimentaires, c'est important de se dire que ça peut être un signe d'alerte. Et je rebondis sur ce que Marie-Hélène a dit avant. Moi, j'ai plein d'enfants qui viennent ici à 3 ans, qui mangent que du lisse et boivent beaucoup de biberons. Et ils sont tout à fait dans leur coupe de poids. Mais il n'y a pas de vitamines, il n'y a pas de légumes, voilà. Et ils ne savent pas encore mastiquer. Donc, diapo suivante. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ça là? Il faut orienter, voilà, pour une évaluation du... Attendez, moi j'ai vos photos qui cachent là. Ouais. Une évaluation de l'oralité pour un diagnostic de TAP potentiellement ou pas, pour l'écarter justement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'entretien d'anamnèse et là, on va écouter la famille qui vont nous raconter tout ce qu'on a vu précédemment. Est-ce qu'il y a des signaux d'alerte? Est-ce que l'histoire de l'alimentaire de l'enfant, est-ce qu'il a tété au sein? Non, c'est trop difficile, donc on a pris le biberon. Et quand il est passé au morceau, qu'est-ce qui s'est passé, etc. L'histoire médicale, on a vu tout à l'heure que c'est dans la définition du trouble, donc des allergies alimentaires. On va garder en tête aussi les facteurs de risque des enfants prématurés. Ça ne veut pas dire que les enfants prématurés présentent tous un trouble alimentaire pédiatrique, hein, mais c'est un facteur de risque. La prématurité, ceux qui sont nourris par sonde ou gastrostomie, tous les syndromes, des malformations, fente vélopalatine, la trisomie 21, et tout syndrome aussi cardiaque, hein, des enfants qui sont très essoufflés très très vite, bah, ils tètent moins parce qu'ils sont très fatigués. Et donc, ça peut donner un trouble alimentaire parce que là, c'est une autre fonction du corps qui est touchée. Et tout ce qui est douleur due à des reflux, œsophagites, etc. On a vu l'hypersensorialité. Et puis, on va aussi poser des questions sur le contexte du repas. Comment ça se passe? Donc, souvent, les parents se sont adaptés à leur enfant et ils se rendent plus compte que l'enfant mange toujours debout, il se promène partout. Bon, eux, ils sont zen, mais on se dit, bon, il n'est pas capable de s'asseoir, cet enfant, il y a des difficultés à rester en place. Donc, comment se passe le repas? Comment est assis l'enfant ou le bébé? Comment il est pris pour le biberon? Comment il est assis? Un enfant doit être assis à 90 degrés entre le corps et les cuisses, puis les genoux à 90 degrés avec les deux talons au sol, et la durée du repas, on en a parlé. Après, on va regarder la sphère orale. Donc, comme Sylvie nous en a parlé, l'articulé dentaire, est-ce que le palais est ogival? Est-ce qu'il y a des freins qui vont empêcher la succion, donc le frein de la lèvre supérieure et la lèvre inférieure, et le frein lingual en dessous, qui, s'il est restrictif, va empêcher la langue de monter ou de faire le canal médian pour la succion, ou en latéral, aller tenir le bol pour la mastication sur la molaire. Donc, on va regarder toutes les structures de la sphère orale, les joues, la langue, bien sûr, et les lèvres. Est-ce qu'on a une fermeture labiale? Est-ce qu'il peut déglutir sans fermer la bouche, etc. Et puis, on va voir leur position pendant la fonction d'alimentation et puis au repos pour avoir une respiration nasale. Sylvie l'a dit, très, très, très important. Les réflexes oraux pour les petits, de 4 à 6 mois. Donc, on a tous nos réflexes oraux qui doivent disparaître ensuite, sinon, c'est pas bon signe. Et la succion non nutritive, est-ce que la langue et les lèvres se posent correctement sur le petit doigt? Et est-ce que l'aspiration est suffisante pour aspirer un sein ou le biberon? Ensuite, on en a parlé, la sensorialité corporelle, du visage, de la sphère orale. Et puis, on va demander également aux parents de remplir un inventaire alimentaire dans lequel on va avoir ce que mange l'enfant,
ce que mange la famille, quelle texture, quelle quantité, rare, souvent, jamais, et pour voir si on a une alimentation plutôt équilibrée. C'est pour les plus grands, hein, quand on a eu la diversification. Et enfin, on va observer un repas. Alors, on va observer un repas soit à la maison si c'est possible, soit au cabinet. Donc, on va observer la prise du biberon pour vérifier donc toutes les tâches nécessaires à la succion. On va les couper en morceaux et puis on va les observer une à une pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Et on va faire la même chose si c'est un enfant. Donc, pour manger, il faut d'abord que la langue puisse prendre l'aliment et la même sur les molaires, ici, arrière. La joue doit être suffisamment tonique pour tenir le bol sur les molaires et la langue, le côté latéral de la langue où est le bol, va tenir aussi de l'autre côté l'aliment. Et puis, on va mastiquer. Quand on est fatigué, il faut que la langue puisse être suffisamment tonique, précise dans ses mouvements pour prendre l'aliment et le mettre de l'autre côté. Et après la déglutition, la langue monte et on avale. Donc, tous ces mouvements vont être observés pendant le bilan, du mieux que l'on peut. Alors, on va demander aux parents d'apporter une compote pour voir comment l'enfant ferme ses lèvres sur la cuillère et voir si la langue est bien positionnée quand il déglutit. On va le regarder boire au verre, à la paille. Et puis, on va demander aussi un aliment qui se mastique un peu, qui fait du bruit, un biscuit, pour vérifier la mastication. Évidemment, on est orthophoniste, donc on regardera le langage et les praxis, mais ça, je l'ai un peu dit. Donc, une fois qu'on a évalué, on va donc se dire où se situent les difficultés. Est-ce que c'est sensoriel, des difficultés sensorielles qui vont donner des difficultés motrices? Est-ce que c'est du côté moteur où ça va pas et on va s'attaquer au moteur et il n'y a pas trop de difficultés sensorielles. Quand il y a des difficultés sensorielles, c'est toujours un peu plus long, dans mon expérience. Et tout ça, est-ce que ça donnait des réponses comportementales? Parce que tout comportement veut dire quelque chose. L'enfant se sent agressé quand il mange et donc il n'y arrive pas et il va repousser les aliments, refuser, faire des crises. Donc on va établir un projet thérapeutique par rapport à ce qu'on a vu. On va bien expliquer ça à la famille. Mais ce qui est important dans cette prise en soin, c'est cette alliance avec la famille parce que nous, on va donner des petits exercices, on va établir les cibles avec, les parents en séance et puis ensuite, eux vont le mettre en place, pendant la semaine ou les 2 semaines ou le mois. Ils vont revenir avec leur vécu, donc on va essayer de les former le plus possible pour qu'ils deviennent autonomes. Il y a plein de choses à faire. Et puis, on va voir aussi à ce moment-là quel professionnel peut aider l'enfant. Si le pédiatre qui est adressé, par exemple, ou le médecin, n'a pas pensé aux allergies, mais que là, nous, on les reçoit un peu plus longtemps, on se dit: «Oh là, il y a peut-être un petit problème d'allergie au lait de vache», mais là, il faut réorienter vers le pédiatre et pour qu'il puisse, aller vers les allergologues, comme en parlait aussi Sylvie, les ORL, s'il y a un problème à ce niveau-là. Donc, c'est bien prochaine slide. Donc, pour terminer, ma partie, je ne peux pas évidemment, dire tout ce qu'on fait en prise en soin, mais on a identifié, les zones, de difficulté et s'il y a une zone, qui est identifiée au niveau sensoriel, est-ce que c'est la vue, le toucher, juste à l'oral? Et là, on va, heu, avoir 2 priorités sur l'axe sensoriel. La première, ça va être réinjecter du plaisir autour de l'alimentation. Et ça peut vouloir dire juste jouer, comme vous voyez en haut à droite, à gauche, pardon, le petit lion, jouer avec les aliments, en avoir moins peur, sans manger, mais au moins, on les voit, on les sent, on les touche, et ça, c'est tout le chemin vers la bouche. D'abord, je vois, d'abord, je sens, après, je touche, après, je goûte. Et on va utiliser donc le jeu et le plaisir pour remettre du plaisir dans l'alimentation. Donc on va faire en sorte aussi de baisser la pression sur les repas à la maison, parce que c'est important et pour l'enfant et pour les parents. Et ça arrive assez vite. Et le deuxième objectif, ça va être de diminuer les défenses sensorielles de l'enfant.
ou les augmenter, hein, ça dépend. S'il est hyper, alors le seuil d'activation est très élevé. Dès qu'il voit une orange et veut changer de pièce, eh bien, on va, par exemple, mettre une orange à l'autre bout de la pièce. On va faire un jeu. Ah, tu l'as regardé 2 minutes, ou tu as une gommette, et on va l'approcher. Et puis après, peut-être qu'on va pouvoir jouer avec l'orange. Et ça, les aliments, on les décide conjointement avec la famille. On dit qu'est-ce que vous voulez réintroduire, qu'est-ce qui serait intéressant, qu'est-ce qu'ils mangent déjà. Toute cette analyse, on l'a fait avec la famille. On peut aussi faire des jeux avec les odeurs ou des petits chemins. Ah, tu goûtes ça, ça croque, ça croque, ça croque, c'est mou. Et puis à la fin, on a un aliment qu'il adore. Il y a beaucoup de façons de travailler sensoriel, ça dépend des enfants. Je crois que c'est bien. Ce que j'ai peut-être pas dit, c'est qu'il faut absolument faire de tout petits pas, heu, pour s'adapter au seuil sensoriel de l'enfant. Donc, on va pas, mettre en bouche quelque chose qu'il ne peut pas voir, donc on va faire des petites étapes là-dessus. Toujours pour éviter les expériences négatives. Il y en a eu déjà beaucoup quand ils arrivent ici. Comme disait Marie-Hélène, plus c'est pris en soin tardivement, bah, plus ils ont accumulé des expériences négatives. Pardon Prisca, c'est bon maintenant. Si après, il faut penser à l'axe moteur, excusez-moi, et là, notre objectif principal, ça va être aider à l'acquisition des programmes moteurs nécessaires à l'alimentation. Et ce, on va le faire progressivement aussi. Et peut-être qu'on va détacher les praxis ou exercices à faire pour s'assurer que les muscles sont suffisamment précis, gradués et forts pour, par exemple, mastiquer ou pour la succion. Donc la joue, c'est important, elle doit être quand même assez tonique pour tenir le bol ici pendant la mastication. Les enfants avec des gros choux, là, ça veut peut-être dire qu'ils ne sont pas suffisamment toniques. Donc on va faire des exercices, on va leur en contre-résistance, leur demander de ramener les joues. On va le faire sans alimentaire dans un premier temps, puisqu'ils ont des difficultés, pour enlever ce frein. Donc, on peut le faire avec des outils. Là, c'est les Américains Talk Tools. Ils ont les tubes, hein. Les tubes, c'est pour faire le schéma en haut, en bas, où on va vérifier qu'il n'y a pas d'asymétrie entre les deux côtés de la bouche. Et donc, on va les entraîner là-dessus. On va peut-être faire, voilà, on en fait 3. Oui, c'est génial parce qu'ils ne peuvent pas aller jusqu'à 10. Et après, on va utiliser l'alimentation, donc quelque chose qu'ils aiment. On fait 3 de ce côté-là et on va les porter sur les molaires un aliment qu'ils vont croquer et qui va probablement, dans un premier temps, un croustillant fondant qui fond presque aussitôt, mais j'ai le retour auditif et ils ont réussi. Et peu à peu, cet aliment, je vais le rapprocher du centre pour que, quand j'ai réussi à latéraliser la langue en utilisant, en donnant des petits exercices, ce soit lui qui apporte l'aliment sur les molaires. Et donc, il faut s'assurer qu'on ait l'allongement de la langue, l'élévation de la langue pour la déglutition. Donc, il y a beaucoup de micro-mouvements qu'on va analyser et puis qu'on va entraîner ici sans alimentaire pour ensuite, progressivement, introduire des aliments alimentaires qui vont avoir des textures de plus en plus difficiles à mastiquer. Voilà. Pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants, et après on peut passer à la diversification menée par l'enfant, hein, avec des gros morceaux où il doit devenir de plus en plus autonome à la maison. Et quand je vis une expérience négative, c'est ce que je voulais vous dire, si je mastique un morceau de viande à peu près et je l'avale tout rond, bah, je vais arrêter, hein, après de manger de la viande parce que j'ai eu une expérience négative. Si, il y a aussi des gens qui sont hyposensibles et eux, ils sentent même pas que ils ont, par exemple, des gens qui ont aucun réflexe nauséeux, ça peut être, dangereux parce qu'ils vont faire des fausses routes secondaires sans s'en rendre compte. Et puis après, ils auront des pneumonies et tout ça. Donc ça, c'était pour l'aspect moteur. J'aborde pas là l'aspect comportemental parce que ça va être pris en soin, donc si on s'occupe d'écouter l'enfant et de l'axe sensoriel et l'axe moteur, on va réduire les difficultés de comportement. Donc en résumé, c'est juste quelques idées
et quelques objectifs, mais ça dépend vraiment de l'enfant. L'oralité, c'est très vaste. Donc, il y a le goût, l'olfaction, la respiration, l'alimentation, le langage, l'interaction, toucher, émotion, expression. Et donc, ça demande une prise en charge multidisciplinaire, si on peut changer, en fonction du bilan. Donc, au carrefour de plusieurs soignants, déjà le pédiatre ou le médecin qui oriente. Pour les structures, ça peut être l'ORL, l'orthodontiste, comme on en parlait à Sylvie, des kinésithérapeutes, ostéopathes. Pour la posture et la sensorialité, on pensait aux psychomotriciens, ergo, kiné, la posture podologue. Et puis la motricité, ça peut être la sage-femme au tout début de la vie, l'orthophoniste, et cetera. Et pour les apports, si on a vraiment des difficultés, le médecin peut prescrire, un rendez-vous chez une nutritionniste pour voir si les apports sont suffisants. Et puis après, évidemment, il y a toujours un aspect psychologique qui pourrait être, envisagé avec, pédopsychiatre et psychologue. Alors, on avait envie de vous présenter une vignette clinique. On a noté cas, mais c'est plutôt, voilà, vous donner un exemple de parcours avec les signes qui, finalement, a posteriori, font dire que probablement cette petite Sophie avait très précocement des troubles alimentaires pédiatriques, mais qui ont tardé à être diagnostiqués. Donc, Sophie, c'est une petite fille qui est née à terme avec un accouchement en voix basse sans particularité. Ça, c'est la partie sage-femme, parce qu'on a toujours à l'écoute comment s'est déroulée la naissance aussi. Donc, dès l'allaitement, dès les premiers jours d'allaitement, la mère s'est plainte de douleurs mammaires intenses, des crevasses, des signes importants d'une petite fille qui avait du mal à manger, qui a eu une perte de poids importante et une reprise ensuite difficile, alors qu'on avait éliminé toutes les autres complications d'allaitement qui pouvaient empêcher finalement une bonne lactation et un bon allaitement. Cette petite fille a présenté dès le 2e mois des régurgitations qui sont réellement devenues vrais reflux gastro-œsophagien, qui a nécessité un traitement par oméprazole à partir du 3e mois et qui finalement a été très difficile à arrêter. Hein, vraiment, ça revenait régulièrement. Quand il a été question pour la maman finalement d'essayer de passer au biberon, soit pour se libérer, soit parce qu'elle avait trop mal finalement, les essais de biberon qui ont été faits les premières semaines, puis au bout de quelques mois, ont montré que cette petite fille avait du mal à se saisir du biberon, à comprendre comment ça fonctionnait finalement, et avait plutôt tendance à mâchouiller la tétine, donc avec du lait qui s'écoulait pas du tout de façon confortable, et finalement c'était totalement infructueux. À 5 mois et demi, il a été finalement diagnostiqué une allergie aux protéines de lait de vache via le lait maternel. C'est une petite fille qui n'avait pas reçu du tout de préparation pour nourrisson classique parce qu'il y avait déjà des antécédents dans la fratrie. Et donc, en cours de diversification, les symptômes se sont majorés et le diagnostic a été posé. Et face à ce reflux qui persistait, même avec l'éviction et avec tout ça, la diversification a été menée avec des purées d'abord très lisses. De toute façon, à partir du moment où ce n'était pas les petits pots du commerce, il y avait vraiment un refus des purées maison qui peuvent avoir une consistance un peu plus granuleuse, un peu plus épaisse. Donc ça, c'était absolument impossible pour elle, avec un réflexe nauséeux très important. Sinon, c'est une petite fille qui, pour le coup, est allée assez rapidement dans la mastication avec des morceaux plutôt gros, mais vraiment à mastiquer. Bon, avec un peu de chance, c'est qu'elle a eu poussée dentaire assez précoce, mais qui lui a permis d'aller vers ça. L'entre-deux, dès que c'était un peu épais, dès que c'était un peu granuleux, juste le moulinet ou les petits morceaux, elle ne savait pas du tout quoi en faire et vomissait. Donc un réflexe nauséeux important. Et en parallèle, les parents avaient noté qu'elle ne supportait pas tout ce qui était touché un peu inhabituel, donc tout ce qui est le contact de l'herbe, du sable, comme Marie-Hélène, orthophoniste, le précisait tout à l'heure. La purée sur les mains ou autour de la bouche, il fallait absolument lui essuyer, sinon le repas s'arrêtait là. Dans la 2e année de vie, on a toujours cette hypersensorialité, notamment tactile. On a une avancée un petit peu sur l'alimentation, mais tout en restant dans du très très lisse ou du morceau gros, mais pas l'entre-deux. Et par exemple,
c'est quand même assez commun de donner des pâtes à manger aux enfants une fois qu'ils savent bien mastiquer. Avant l'âge de 2 ans, pour elle, c'était complètement impossible. Et on a vu que chez cette petite fille, il y avait finalement, au niveau de l'oralité verbale, des choses qui allaient avec, puisque on a eu pas un vrai retard de langage, mais en tout cas, elle a dit les premiers mots plutôt tardivement et elle parlait en monosyllabes. Elle donnait les premières syllabes des mots. L'année suivante, bon, les choses sont quand même ont un peu avancé, même si il y a eu une régression, très probablement liée à un début d'œsophagite. En fait, il y avait une réintroduction des protéines des laits de vache qui semblait voilà, acquise sans problème, sauf qu'en fait, très probablement, elle était encore allergique à un certain niveau de seuil. Et on a vu vraiment une marche arrière avec un panel alimentaire qui s'est appauvri en consistance et en type d'aliment. Voilà, c'était pour vous décrire un petit peu tout ce qui était mis en place. Et finalement, tout ça a eu un retentissement. Et on revient après à la question comportementale, parce qu'avec toutes ces expériences négatives, c'est une petite fille qui, en dehors de la maison, n'arrive pas à manger. Chez elle, déjà, c'est difficile, mais en dehors, c'est impossible. Donc, par exemple, à la cantine, c'est une petite fille qui ne mangeait absolument rien, qui a mis du temps à bien prononcer les mots. Bien, vraiment, en première année de maternelle, par exemple, l'enseignante avait alerté les parents en disant que bah, c'était très compliqué parce qu'en fait, on ne comprenait pas ce qu'elle disait et qui a eu une gêne sensorielle, donc au niveau des extrémités, qui a perduré pendant des années. Donc pour vous donner un petit peu l'idée, c'est une petite fille qui finalement, et notamment parce que l'enseignante avait interpellé les parents en petite section, qui a été prise en soin chez une orthophoniste, qui a d'abord travaillé sur les mouvements de la langue et sur la partie verbale, mais qui, pour y arriver, est allée aussi travailler sur la partie alimentaire. Puis il y a eu un arrêt et une reprise en soins parce que vraiment la difficulté qui persistait était alimentaire et puis que l'orthophoniste était pas assez spécialisé peut-être et n'arrivait pas à aller plus loin. Et finalement, les parents se sont tournés vers une ergothérapeute spécialisée qui a permis d'augmenter le panel alimentaire. Mais aujourd'hui, par exemple, cette petite fille a 10 ans et a toujours un panel alimentaire assez limité, avec des consistances qui sont toujours difficiles pour elle. Mais comme disait Marie-Hélène, orthophoniste, tout à l'heure, plus on avance dans le temps et plus on va avoir le comportemental qui va prendre de la place aussi et qui va être un peu difficile à prendre en soin. Voilà, nous vous remercions pour votre écoute. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Merci à toutes les 4 pour Merci votre beaucoup. intervention. Et Merci. merci également aux participants pour votre présence. Et puis, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci, Merci. Gladys. Au revoir. Au Au revoir. revoir.